Bonjour à tous, bienvenue à cet autre épisode de BMI en bref. Je suis Anna-Maria Testani, vice-présidente des ventes nationales pour Banque nationale Investissement. Et aujourd'hui avec nous, je suis avec Martin Lefebvre, qui est vice-président, chef de déplacement et stratège, qui est ici pour parler des différents signaux envoyés à la fois par les actions et les obligations. Martin, merci d'être avec nous. Merci Anna-Maria. Martin, une des premières questions que j'ai, c'est vraiment quelque chose qui est pointu et beaucoup de nos écouteurs aimeraient comprendre un petit peu mieux. C'est comment consigner le plus grand choc économique depuis la Grande Dépression avec un marché boursier à peu près stable d'une année sur l'autre? Ah oui, Anna-Maria, merci. Effectivement, c'est une très bonne question et je pense qu'on pourrait passer beaucoup de temps sur ce sujet-là ce matin. À première vue, effectivement, il semble y avoir un décalage là, entre, d'une part, les rendements obligataires qui sont vraiment bas puis qui nous disent que finalement, les choses vont vraiment mal. On a juste à penser au taux de chômage à travers le monde là, pour comprendre que la situation est critique. On prend l'exemple des États-Unis, il s'est perdu là, plus de 20 millions d'emplois là, au cours des 2 derniers mois. Et puis d'un autre côté, on a le marché boursier qui, lui, a connu une hausse spectaculaire là, de son indice là, depuis le creux de mars. Il s'avère que les deux parties ont peut-être raison. Il ne faut pas voir là, vraiment un décalage là, entre ces deux grandes classes d'actifs-là. C'est sûr que d'une manière générale, on regarde toujours les taux d'intérêt puis les prix des matières premières là, comme étant davantage liés à l'économie. C'est ce qu'on appelle parfois Main Street là, dans le jargon financier. C'est pour ça que je ne suis pas surpris de voir qu'en raison de toutes les fermetures forcées, là, je veux dire, le COVID, ça fait en sorte que l'économie s'est complètement refermée et ça a un impact marqué sur la croissance économique. Et donc, de voir que les rendements obligataires se maintiennent aujourd'hui autour des valeurs planchers, alors que les prix d'énergie aussi sont en forte baisse depuis le début de l'année, là, mais pour moi, ça n'a vraiment là, rien de surprenant. Là, de ce que vous venez m'expliquer, ce que je comprends bien, a beaucoup de l'allure pour tout ce qui est revenu fixe. Mais les actions ne sont-elles pas aussi également liées à l'économie? Absolument, tu as raison. Puis ça se fait via l'impact sur les bénéfices des entreprises. Et je pense que c'est ce qui préoccupe les gens à Wall Street puis à Bay Street à Toronto en ce moment. Mais il ne faut pas oublier non plus que le marché boursier est une question, est lié aux questions d'attente des marchés. Donc, on forme des attentes puis on veut voir de quelle façon ça va se réaliser. Donc, si vous vous souvenez, la période d'incertitude dans laquelle on se trouve a aussi commencé par une correction spectaculaire là, des principaux marchés boursiers dans le monde. Je donne juste un exemple. Le S&P 500 a perdu à peu près 35 de sa valeur là, en quelques semaines seulement. C'est sûr que là, on se questionne sur le rebond qui s'est fait avec pratiquement autant de vitalité, mais il y a quand même des éléments qui font en sorte que ce rebond-là peut être expliqué. Donc, la première chose, c'est qu'il y a eu des mesures fiscales et monétaires là, sans précédent qui ont été prises de façon concertée dans le monde entier. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que depuis que les marchés ont rebondi, il s'est formé un peu un espoir que toutes les mesures de confinement ont fonctionné et vont entraîner une réouverture aussi assez rapide des économies. Donc, on mise beaucoup là-dessus. Il y a un élément d'espoir, mais c'est ce qui devrait faire en sorte que les bénéfices d'entreprises qui sont très touchés pour le moment devraient rebondir en 2021. Et je pense que c'est sur là-dessus que les entreprises capitalisent. Mais pour moi, ce n'est pas l'ensemble de l'histoire. Il ne faut pas oublier non plus que les indices boursiers, ce sont des agrégats et il y a toujours des gagnants et des perdants. Ce qu'on sait, c'est que les actions qui ont été le plus touchées par la pandémie, là, on parle des compagnies aériennes, les croisières, les hôtels, tout ce qui est touché soit au transport ou au tourisme, oui, on réussit à rebondir là, quelque peu depuis le creux, mais ils restent là, excessivement touchés par tout ce qui se passe. Puis ça, on le comprendra bien. Il n'y a pas grand monde qui a envie de voyager au moment où on se parle. Mais d'un autre côté, tout ce qui est lié au titre technologique, et là, qu'on parle des médias sociaux, qu'on parle de la communication, même des achats en ligne, mais ça, c'est vraiment florissant et ça a été très, très, très prospère pour ces entreprises-là dans cette période de confinement où on se situe. Donc, ça a été très positif. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le leadership se fait encore par des secteurs qui sont considérés défensifs. Et là, en particulier, on pense au secteur de la santé. Puis là, évidemment, je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi ça se situe là. Donc, dans l'ensemble, comme tu peux voir, les actions, ils sont pas en train, il n'y a pas un sentiment de complaisance totale par rapport à la situation. Puis je pense que s'il y a beaucoup de choses qui ont été mises de l'avant pour faire en sorte que le marché rebondisse, on sent aussi qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes. Et c'est peut-être pourquoi les actions là, ont récupéré environ seulement la moitié de leurs pertes depuis le sommet, Anna-Maria.
Merci beaucoup pour cette explication-là. Ça m'a quand même éclairci de beaucoup de choses. Lorsque, Martin, tu parles d'incertitude, c'est quand même une expression qui pourrait être différente pour différentes personnes. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? D'abord, tu sais, les données économiques, hein, on les a vues, là, les chiffres sont excessivement négatifs, puis probablement qu'ils vont continuer de se détériorer. À date, on a eu des chiffres sur le PIB, entre autres, premier trimestre, mais comme je le disais tout à l'heure, le gros, là, le noyau, si tu veux, ça a été plus au printemps, et donc les chiffres vont être encore très, très, très mauvais. Je te dirais qu'il y a une partie de ça qui est déjà escomptée. Donc, le marché s'attend à avoir des chiffres qui sont négatifs. Donc, à moins que ça soit vraiment, vraiment, vraiment négatif, ben, encore là, ben, il faut se questionner de quelle façon les marchés vont réagir parce qu'eux, ils s'attendent à ce que davantage soit fait sur le plan fiscal. C'est comme si déjà le marché bondit dans l'optique qu'il va y avoir encore une relance fiscale qui va se faire. Mais le risque ici, c'est que si les gouvernements ont été très, très, très rapides à ouvrir les robinets, là, ben, ils pourraient peut-être être un petit peu plus réticents à le faire là, face à des déficits qui sont déjà astronomiques. Puis en plus, ben là, il y a un autre risque, c'est qu'on s'en va en élection aux États-Unis. Donc, il va falloir voir comment ça va jouer si les démocrates puis les républicains là, vont tirer la couverte là, de leur côté. Il y a un risque aussi qu'il y ait une deuxième phase là, au niveau du COVID-19. Si jamais les économies rouvrent trop rapidement, comme ça semble avoir été le cas lors des autres pandémies passées, là, à cet effet-là, évidemment, il n'y en a pas eu tant que ça sur lesquels on peut se baser, mais ce fut certainement le cas là, lors de la grippe espagnole là, il y a à peu près 100 ans. Donc, pour l'instant, les marchés, bon, à mon avis, ne semblent pas trop préoccupés par ça. C'est ce qui semble se découler de ce qu'on peut observer. Parce qu'il y a aussi un risque, puis celui-là, il est positif, qu'il y ait une course là, au niveau des soins de santé qui fasse en sorte qu'on découvre un médicament qui va aider à soulager la maladie, qui va faire en sorte que les hôpitaux ne déborderont pas, ou encore mieux qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, comme on le sait, hein, qu'un vaccin voit le jour plutôt que d'habitude. Habituellement, ça prend 12 et 18 mois là, avant qu'un vaccin se développe. Mais là, il y a tellement un effort concerté que ça se pourrait là, que ça soit un petit peu plus rapide et ça fasse en sorte là, d'atténuer là, les risques d'une deuxième phase. Donc, c'est là-dessus, je pense que les marchés se situent pour le moment. Veux pas, on y va par phase. Donc, on avait la première incertitude, personne ne savait c'était pas quoi COVID, mais là, maintenant, c'est la réaction puis les mesures qu'on va mettre en place, comment ils vont réagir, qui portent une certaine incertitude dans le marché. Martin, tu as quand même mentionné les mesures fiscales et monétaires sans précédent dans le monde entier. Écoutez, concernant ces mesures fiscales, qu'est-ce que tu peux nous donner un ordre de grandeur de ce qu'elles représentent? OK. Ben, Anna-Maria, c'est colossal, là, qu'on parle du Canada, des États-Unis ou de l'Europe. C'est des déficits qui se situent là, tous aux alentours de 10% du PIB, là, je dirais en moyenne. Là. Et ça, ben, ça représente les taux de déficit les plus élevés depuis la Seconde Guerre mondiale. Ça, on sait ça. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que les économies aujourd'hui sont beaucoup plus grandes qu'elles ne l'étaient dans les années 40. Là. Ça fait en sorte qu'en termes nominaux, quand on regarde les déficits, là, pas en taux, mais en termes nominaux, ben, c'est les déficits les plus importants, les plus gros, là, jamais enregistrés. Donc, si on prend l'exemple des États-Unis, à 12% du PIB, ça veut dire là, à peu près 3 000 milliards de dollars US. Et comme je l'ai mentionné précédemment, là, il pourrait être nécessaire d'en faire plus. Donc, c'est vraiment colossal. Là. OK, c'est quand même des gros chiffres. Mais c'est qui va payer pour tout cela? Oui, je pense que c'est la grande question, Anna-Maria, puis je ne suis pas certain qu'on va avoir le temps d'entrer dans tous les détails, mais je dirais simplement ceci pour le moment. D'abord, numéro un, ben, il fallait faire quelque chose. Tu sais, c'était inutile de penser au dégâts d'eau là, si on n'est pas capable d'atteindre le feu d'abord. Et comme on a tendance à considérer les déficits ou la dette en pourcentage du PIB, de façon à ce qu'on puisse se comparer par rapport aux autres économies, bien, rien faire, ça voulait dire que le dénominateur de notre ratio, qui est le PIB, bien, il allait se contracter encore plus. Donc, le ratio de dette sur le PIB ou déficit sur le PIB allait s'aggraver de toute façon. Le seul problème, c'est que si on ne faisait rien, bien là, on courait le risque d'entrer dans une phase de dépression majeure, là, qui se serait apparentée probablement à celle des années 30. Et ça nous aurait pris beaucoup plus de temps pour s'en sortir. Donc, ça, c'est le premier point. Il fallait faire quelque chose. Le deuxième, c'est que tout le monde se trouve à peu près dans une situation similaire à celle qu'on vient de décrire pour les États-Unis. Si ça avait été juste les Américains qui s'endettent, puis que le reste du monde va bien, bien là, sur une base relative, ça aurait été désavantageux pour les États-Unis. Ça aurait eu un impact sur les taux d'intérêt et les taux de change. Ça risque pas d'arriver. Sur une base relative, tout le monde est à peu près dans le même bateau. Troisième point, ben, c'est que les taux d'intérêt de court terme, puis même les taux d'intérêt de long terme, sont près de zéro. Là. Jamais dans l'histoire de l'humanité, il y a eu un meilleur moment pour s'endetter. Donc, ça, c'est une chose. Et finalement, ben, puis pour répondre à ta question, mais moi, je pense que la probabilité, c'est que personne ne va jamais rembourser cette dette-là.
On a des banques centrales qui sont là, qui procèdent à de l'assouplissement quantitatif, là, ce qu'on appelle le fameux QE en anglais. Puis tant que les gouvernements vont émettre des nouvelles obligations pour payer les anciennes et continuer de faire tourner la roue, bien, tant que les banques centrales sont là, bien, il va y avoir un acheteur qui va permettre de faire ça puis de s'assurer que les gouvernements sont capables de s'endetter à des taux qui sont relativement adéquats, c'est-à-dire très, très, très bas. C'est sûr qu'éventuellement, les gouvernements, si jamais on finit par se remettre sur nos pieds, les gouvernements, il y en a peut-être un moment donné qui, lors d'une période électorale, vont vouloir parler de rectitude fiscale, mais ça, parler de taxes, là, aux États-Unis, entre autres, mais aussi ailleurs dans le monde, ça prend énormément de courage. Et je ne pense pas qu'on en soit là pour le moment. Ce n'est pas quelque chose qu'on va voir de sitôt. Il y a un risque aussi peut-être lié à l'inflation qui pourrait être problématique. Mais encore une fois, ça, c'est un tout autre sujet, là, et je pense qu'on aura amplement le temps de parler de ça plus tard. Bien, parfait. Pour moi, c'est un rendez-vous certain, Martin. Merci beaucoup et merci surtout d'avoir été aussi avec nous et à la prochaine. Merci beaucoup.